Alors aujourd'hui, on va parler de la psychologie de l'argent. Et on va s'intéresser notamment au très bon livre de Morgan Housel qui s'appelle La psychologie de l'argent. En effet, on suppose souvent que la réussite financière dépend de l'éducation et de l'intelligence. Mais dans le livre La psychologie de l'argent, Morgan Housel, qui est un expert en finance, présente une autre hypothèse. La clé de la réussite financière résiderait dans la compréhension du comportement humain. Morgan Housel postule que lorsque vous comprenez comment les émotions et les croyances influencent vos décisions financières, vous prenez alors de meilleures décisions. Comprendre la psychologie des individus en général qui interviennent dans le jeu des marchés, mais également votre propre psychologie, fera de vous un meilleur investisseur. Pourquoi les gens ne parviennent pas à la réussite financière? L'argent est omniprésent, alors pourquoi si peu de gens le maîtrisent? Morgan Housel avance deux raisons majeures. D'une part, nous sous-estimons le rôle de la chance dans la réussite financière, et d'autre part, nous confondons le fait d'être riche avec le fait d'être riche. Non, alors, je plaisante un peu, mais moi j'ai la version du livre en anglais, et il oppose le mot rich d'une part et le mot wealthy d'autre part. Et donc ce que je mettrais en face du mot riche, je pense, c'est d'avoir une vie un peu d'opulence, c'est-à-dire voilà, d'avoir des signes extérieurs de richesse, éventuellement d'avoir des revenus élevés mais que vous dépensez aussitôt. Si vous gagnez 10 000 euros par mois mais que vous dépensez 10 000 euros par mois, vous ne vous enrichissez pas. Et donc le wealthy, pour moi, c'est avoir un stock de patrimoine. C'est vraiment wealthy, le fait d'avoir un patrimoine net. Donc les gens un peu n'ont pas cette notion de richesse, et certains confondent le fait d'avoir un flux de revenus important ou des dépenses importantes avec vraiment le fait d'être riche. Et le fait d'être riche, ça se mesure uniquement avec le stock qui est le patrimoine net et non avec le flux, que ce soit de revenus ou de dépenses. Donc il y a plusieurs leçons dans le livre, il y a une douzaine de leçons et on va essayer de voir quelles leçons on peut retirer de ce livre, La psychologie de l'argent. La première leçon, c'est que le hasard joue un rôle plus important dans notre vie financière que nous le croyons. Sur cette leçon, on rejoint finalement un peu certaines des thèses de Nassim Taleb. Housel suggère une raison pour laquelle nous ne parvenons pas à réussir financièrement, nous sous-estimons le rôle de la chance dans notre vie financière. Par exemple, nous oublions que Bill Gates a réussi non seulement parce qu'il était intelligent, mais aussi parce qu'il a eu de la chance. Il y avait en 1968 un adolescent sur 1 million qui avait accès à un ordinateur, et il se trouve que lui, c'était le cas dans son lycée. Taleb ajoutait d'ailleurs que le moment où l'on réussit est important, puisque le succès précoce aide à déterminer le succès ultérieur. En effet, le fait de gagner un avantage aléatoire précoce vous positionne pour gagner des avantages aléatoires ultérieurs. Et Microsoft a donc peut-être en partie réussi parce que Gates a peut-être obtenu cet avantage précoce grâce à cet hasard qui, une fois qu'il a associé son intelligence à ce hasard-là, a créé toute la success story de Microsoft. Housel soutient que notre ignorance du hasard est dangereuse, car de nombreuses personnes tentent de s'enrichir en imitant les personnes qui ont connu une réussite exceptionnelle. Mais, puisque le hasard intervient, copier ce qu'elles ont fait ne mène pas toujours au succès. Comme le fait remarquer Housel, plus l'histoire est exceptionnelle, plus il est probable que la chance ait joué un rôle important dans son dénouement. Par conséquent, plus l'histoire est exceptionnelle, plus elle est unique, et moins vous avez de chances d'en tirer des leçons. Donc il recommande plutôt de prêter attention aux modèles et non aux personnes. Si de nombreuses personnes fortunées ont fait la chose A pour devenir riches et que de l'autre côté, une seule personne fortunée a fait la chose B, il est plus probable que la chose A vous rende riche. La deuxième leçon du livre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur la notion entre les mots rich et wealthy, c'est que nous confondons un peu la richesse et l'aisance. Il explique que si vous êtes vraiment riche, vous avez beaucoup d'argent en banque. La vraie richesse, c'est le stock que vous avez, c'est l'argent que vous n'utilisez pas, mais que vous pourriez utiliser si vous le vouliez. Si par contre, vous êtes dans l'aisance et dans l'opulence, on est sur les flux de revenus sur vos dépenses. Et selon Morgan Housel, il est possible de voir de l'extérieur si quelqu'un est riche en termes de flux de dépenses, mais pas de savoir s'il est vraiment fortuné en termes de stock, puisqu'on va voir combien elle dépense, quel est son train de vie, mais son patrimoine, il est un peu plus opaque. Les signes extérieurs de richesse ne veulent pas toujours dire que c'est la personne la plus fortunée que vous avez en face. Et les grandes fortunes françaises à l'ancienne sont souvent plutôt discrètes sur ce genre de choses. Donc dans un monde idéal, vous pourriez apprendre à devenir vraiment riche en observant la maîtrise de soi dont font preuve les personnes fortunées.
Mais comme la richesse s'obtient en ne dépensant pas son argent, on ne peut pas voir le processus. Il est donc difficile d'apprendre la richesse par imitation, d'après Morgan ou Housel, puisque en fait, vous ne sauriez pas qui imiter. Donc plutôt que d'imiter, la bonne chose à faire d'après Housel, c'est de comprendre pourquoi vous voulez de l'argent. Quand vous observez l'extérieur et que vous voyez pourquoi la plupart des gens ne parviennent pas à s'enrichir, vous pouvez adopter les mentalités qui, selon Housel, sont essentielles à une attitude saine à l'égard de l'argent. Et pour lui, l'argent a de la valeur parce qu'il vous permet de contrôler votre temps et il est possible d'avoir suffisamment d'argent. On retrouve ici finalement les valeurs que l'on défend sur notre chaîne ou que je défends dans mes livres d'investissement immobilier ou bourse que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo si vous ne les connaissiez pas encore. Donc la leçon numéro 3 du livre, c'est que l'argent nous permet de contrôler notre temps. Housel soutient que la véritable valeur de l'argent, c'est la suivante. L'argent vous permet de contrôler votre temps, ce qui, selon les psychologues, est le principal facteur de bonheur. Lorsque vous avez le contrôle de votre temps, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire et quand vous voulez le faire. Le sentiment de contrôler notre vie est si essentiel que nous nous rebellons lorsque nous ne le ressentons pas. Un phénomène connu sous le nom de réactance. Les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir le contrôle de leur vie se rebellent. Les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir le contrôle ne font pas ce qu'elles voudraient faire pour retrouver ce sentiment de contrôle. Mais les gens aujourd'hui n'ont la plupart du temps pas la maîtrise de leur temps. Ils ne sont donc pas aussi heureux qu'ils pourraient l'être. Housel explique que nous sommes de plus en plus nombreux à travailler dans le domaine du savoir et que nous pensons à notre travail même à la maison. Nous avons donc l'impression de travailler en permanence et de ne pas maîtriser notre temps, ce qui nous rend in fine malheureux. Alors comment devenir plus heureux ? Selon Housel, les entretiens menés en fin de vie indiquent que les gens apprécient les choses qu'ils ont le luxe de faire parce qu'ils maîtrisent leur temps, comme la possibilité de nouer des relations de qualité. Par conséquent, une meilleure maîtrise de votre temps vous rendra probablement plus heureux. Un moyen d'accroître votre sentiment de contrôle sur votre temps, et donc, in fine, de votre bonheur, est de déterminer la valeur d'une heure pour vous. Utilisez cette information pour évaluer s'il vaut la peine de payer pour des services qui vous font gagner du temps, comme une femme de ménage. Ou, moi j'ai l'exemple, est-ce que ça vaut le coup de s'amuser quand vous avez un truc qui ne marche pas, à faire marcher la garantie, sachant qu'il faut aller faire 1 heure de route pour aller au magasin, etc. Et puis qu'in fine, vous allez gagner 20 balles. Et ben c'est ça en fait, c'est vraiment être capable d'avoir conscience de la valeur de son temps et de mettre en face d'une heure de votre temps un coût. Et je sais que moi je le fais, et quand j'observe autour de moi, eh bien, il y a certaines incompréhensions de part et d'autre. Que ce soit avec ma famille, mes amis. Pour ça, tu devrais faire jouer l'assurance. Oui, mais pour gagner 50 balles, si j'y passe 4 heures, le temps de faire venir un expert, de machin, etc., pour ce qu'il y a à gagner, ça vaut pas le coup. Oui, je suis assuré, c'est dommage de ne pas le faire, mais par rapport au coût de mon temps, ça vaut pas le coup de s'embêter pour gagner ça. Et ça, la plupart des gens qui sont pas un peu comme nous dans l'investissement, dans ces réflexions par rapport à l'argent et au temps, ne le comprennent pas. Donc passons à la 4e leçon du livre. Se contenter de ce qui est suffisant. Donc on sait maintenant que l'argent a de la valeur parce qu'il nous permet de contrôler la situation. Mais la question suivante, c'est combien d'argent on devrait posséder. Alors Housel, il donne jamais de chiffres exacts dans le livre, mais il prévient que vouloir plus que nécessaire peut vous conduire à perdre tout votre argent. C'est pourquoi il pense qu'il est essentiel d'apprendre à se contenter de ce qui est suffisant pour réussir financièrement. Il explique notamment que certaines personnes ne sont jamais satisfaites. Peu importe l'argent qu'elles gagnent, elles en veulent toujours plus. Donc cette quête incessante du plus peut souvent les pousser à risquer leur richesse existante pour une richesse qu'ils n'ont pas et dont ils n'ont même pas besoin. On peut aussi se retrouver en excès de confiance parce qu'on a commencé par réussir par une chance, comme on le voyait en leçon numéro 1, mais dont on n'a pas conscience. Et donc on se dit, bah ça a marché, ça va continuer à marcher. Et c'est là où on a un petit drawback et où le patrimoine, au lieu de croître linéairement, on se retrouve au point de départ. Ça peut arriver quand on débute dans les premières années. Et c'est ce que je dis souvent, le pire qui peut arriver à quelqu'un qui commence en bourse, c'est de faire 35% de performance la première année où il a investi. Parce qu'il va croire qu'il est bon, alors que ce sera juste de la chance et il va le payer au centuple derrière. Donc comment apprendre à se contenter de ce qui est suffisant? L'une des techniques recommandées par Morgan Housel consiste à cesser d'augmenter vos exigences en matière de style de vie. Si vous continuez à vouloir un style de vie de plus en plus somptueux, vous ne serez jamais satisfait. Non seulement vous prendrez des risques dangereux pour obtenir satisfaction, mais vous deviendrez envieux des autres qui vivent comme ils l'entendent, ce qui diminuera bien sûr votre plaisir de vivre. Il est donc essentiel qu'une fois que vous aurez atteint le mode de vie que vous souhaitez, vous décidiez d'être heureux dans ce mode de vie-là et non dans un mode de vie légèrement plus prestigieux. Alors évidemment, quand on commence à gagner en patrimoine,
On rencontre aussi des gens qui ont réussi. Moi, je vois depuis que je suis en mode indépendance financière, eh ben, je traîne beaucoup avec des gens qui ont du temps libre, des entrepreneurs qui ont vendu leur start-up, des investisseurs qui ont fait comme moi. Et en gros, il y a toujours plus riche que soi. Alors, je pourrais me dire, effectivement, et parfois ça me traverse l'esprit, ouais, je repars, je me remonte les manches parce que finalement, j'aurais pu faire mieux. Et puis, au lieu d'être là où je suis, où finalement je suis bien quand je réfléchis, j'essaie de monter encore là parce que je vais être comme eux. Mais non, l'intérêt de traîner avec eux, il est bien parce que j'aime bien, du coup, ne pas toujours être le plus intelligent dans la pièce. Et donc, ça me fait permettre d'avoir des idées, des choses à améliorer. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que j'aille jusqu'à psychologiquement me dire ce que j'ai maintenant, je ne m'en contente pas et je veux encore plus. On a aussi le cas, moi je le vois dans l'immobilier, de gens qui pourraient très bien vivre de leur patrimoine aujourd'hui, mais qui continuent sans arrêt à faire du marchand de biens, etc. Finalement, ils n'en ont pas besoin et ils pourraient vivre plus libres sans avoir leurs soucis des projets de marchand de biens. Donc maintenant qu'on sait et qu'on a vu comment penser à l'argent, on va aborder les 3 éléments que Morgan Housel considère comme essentiels à une stratégie financière. Tirer parti de la capitalisation, épargner de l'argent et élaborer un plan en cas de problème. Donc la leçon numéro 5, tirer parti de la capitalisation. Housel explique que plus vous investissez longtemps, plus vous gagnez de l'argent, car les rendements sont composés. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur les rendements précédents pour produire des rendements de plus en plus élevés. Bon, c'est l'effet des intérêts composés. Il vous suggère de tirer parti de la capitalisation en trouvant des investissements qui produisent des résultats solides et constants au fil du temps. Il affirme qu'en fin de compte, c'est cette stratégie qui vous fera gagner le plus d'argent. En raison de la puissance de la capitalisation, la durée de l'investissement est le facteur le plus important pour déterminer le succès de l'investissement. Plus encore que d'autres facteurs qui semblent intuitivement importants, comme les rendements annuels. Pour preuve, Housel note que Warren Buffett est 75% plus riche que l'investisseur James Simons, et ce, même si les rendements annuels de Simons sont 3 fois plus élevés que ceux de Buffett, puisque Simons, on est autour de 65% par an sur son hedge fund, quand Buffett, on est autour de 20% par an. Mais la différence, elle est due au fait que les rendements de Buffett ont été composés pendant 40 ans de plus que ceux de Simons. Je crois que j'ai aussi vu passer une stat il n'y a pas longtemps où Warren Buffett, 98% de sa fortune à 95 ans, elle a été constituée après 65 ans. Donc on voit vraiment l'effet des intérêts composés sur la durée. Donc Housel, il dit que psychologiquement, beaucoup de gens ignorent la puissance de cette capitalisation parce qu'elle est vraiment contre-intuitive. Même si on sait que ça fonctionne, il est difficile d'imaginer que le simple fait d'attendre peut transformer des rendements peu impressionnants en chiffres impressionnants. En fait, notre cerveau raisonne en raisonnement linéaire, il est habitué comme ça, et il a du mal à voir les raisonnements exponentiels et à vraiment voir cette fonction exponentielle. Et il faut même essayer d'entraîner un peu son cerveau à ces fonctions exponentielles, reprendre un peu vos cours de maths pour bien l'avoir visualité en tête devant vos yeux, ces effets un peu exponentiels. Et donc, à cause de ça, à cause de ce biais psychologique, eh bien, on va essayer d'obtenir des chiffres impressionnants par des méthodes qui semblent meilleures, en cherchant les investissements qui ont les rendements annuels les plus élevés. Mais c'est là où on va se retrouver à prendre parfois trop de risques, parce qu'en rendement ajusté du risque sur les méthodes avec les rendements vraiment les plus élevés, 20%, etc., eh bien on n'est pas si terrible que ça. Et finalement, Housel explique que ça fonctionne moins bien que la capitalisation sur la durée. Alors, je fais un parallèle un peu avec l'immobilier. Effectivement, on a longtemps eu le discours du tout cash flow. Si vous n'avez pas 500 € de cash flow par appart, notamment quand les taux étaient à 1%, eh bien, c'est que c'est une mauvaise affaire. Sauf qu'en fait, dans l'immobilier, et je l'ai toujours dit, alors c'est bien d'avoir un cash flow neutre parce que ça aide à enchaîner les investissements et puis ça évite en cas de problème, de soucis, ça permet d'avoir des plans B, etc. Mais le cash flow, c'est le moins puissant des 3 facteurs d'enrichissement en immobilier. Donc, je rappelle les 3 facteurs d'enrichissement en immobilier, le cash flow, l'amortissement, remboursement du capital et la plus-value. Eh bien, ce qui vous enrichira le plus en immobilier, ce n'est pas le cash flow. Le cash flow neutre, c'est juste pour continuer, pour que ça aide à continuer à acheter de nouveaux appartements et de nouveaux biens. Mais ce qui vous enrichira le plus, eh bien, c'est d'une part l'amortissement, remboursement du capital et d'autre part la plus-value. Sauf que la plus-value, elle n'est pas certaine au départ. Donc finalement, le plus puissant, si on prend toutes choses égales par ailleurs, c'est l'amortissement du capital. Et l'amortissement du capital, justement, comment il se passe? Eh bien, il a un effet vraiment que sur la durée. C'est au bout de 10 ans, de 20 ans que vous allez voir qu'il a vraiment pesé. C'est pas au bout d'un an. La leçon numéro 6 de Housel, pour lui, c'est de donner la priorité aux économies, à l'épargne. Il considère que l'épargne est essentielle pour 3 raisons principales. Premièrement, l'épargne est essentielle à la constitution d'un patrimoine en raison de la nature de ce dernier, puisque la richesse est l'argent que vous n'utilisez pas, c'est l'argent que vous épargnez. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas créer de richesse sans épargner. Deuxièmement, l'épargne est le moyen le plus fiable de se constituer un patrimoine.
car elle est totalement sous votre contrôle. D'autres méthodes de constitution de patrimoine, comme l'investissement ou l'augmentation des revenus, sont entachées d'incertitudes. L'épargne, elle, ne l'est pas. Vous contrôlez toujours le montant que vous épargnez et l'épargne sera tout aussi efficace demain qu'aujourd'hui. Enfin, l'épargne est un moyen relativement facile de se constituer un patrimoine. Il est beaucoup plus facile d'épargner l'argent que vous avez déjà que d'augmenter vos revenus ou le rendement de vos investissements. Pour économiser, Housel recommande de ne plus se soucier de l'opinion des autres. Il affirme que nous dépensons trop parce que nous nous soucions trop de ce que pensent les autres à notre égard. Lorsque vous dépassez le niveau de dépenses nécessaire pour acheter des produits de base luxueux, vous ne dépensez plus pour vous-même, mais vous cherchez à prouver aux autres que vous avez beaucoup d'argent. Vous dépensez donc désormais pour prouver aux autres combien vous êtes riche. En apprenant à être humble et à ignorer l'opinion des autres, vous aurez naturellement moins envie, et lorsque vous voudrez moins, vous dépenserez moins et vous épargnerez plus. Alors c'est vrai un peu toutes ces choses sur l'épargne. Bon, moi j'y mettrai un petit bémol, l'idée que l'épargne c'est puissant. Moi quand je compare la bourse et l'immobilier, je trouve qu'aujourd'hui que j'ai un certain patrimoine, les deux sont très intéressantes. Mais au début, quand vous avez une petite assiette de capital, eh bien, même avec des bons rendements boursiers, c'est difficile. Cette épargne de base est difficile à constituer. Et justement, l'investissement immobilier et le levier de l'immobilier, avec les caractéristiques de l'emprunt à taux fixe sur longue durée en France qu'on a et qui est assez unique au monde, eh bien, c'est ça qui, quand on part de zéro, va vous aider vraiment à accélérer votre constitution de capital, qui est un peu le plus difficile à constituer. Moi, j'ai toujours dit, le premier million, c'est le plus dur à faire. Eh bien, ce levier de l'immobilier, c'est lui qui vous permet de le faire finalement plus que l'épargne quand vous partez de zéro. Même si, évidemment, si vous avez un job vraiment bien payé, l'épargne jouera aussi. Vous pouvez faire jouer les deux en parallèle. La leçon numéro 7, c'est de prévenir les risques d'échec. Le dernier élément essentiel de toute stratégie financière, selon Morgan Housel, est de prévoir que les choses peuvent mal tourner. Ce faisant, vous protégez votre avenir financier et vous restez dans le jeu suffisamment longtemps pour récolter les bénéfices de la capitalisation. On voit que la capitalisation, eh bien, c'est sur la durée que ça se joue. Eh bien, voyez un peu l'argent et l'investissement comme un grand jeu géant de société. Il y a des jeux de société où vous restez jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, et on compte les points à la fin. Mais il y en a d'autres, et moi je suis un fan de jeux de société, où vous pouvez vous faire éliminer en cours de partie. Eh bien, dans le jeu de l'argent, il faut arriver à ne surtout pas vous faire éliminer en cours de partie, pour bénéficier justement sur le long terme de l'effet des intérêts composés et de la capitalisation. Et donc Housel, il met en garde contre le fait que les gens sont souvent trop optimistes en ce qui concerne leurs finances. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va les conduire à mettre en péril une trop grande partie de leur patrimoine à tout moment dans le cadre d'une stratégie qui pourrait être mise à mal par n'importe quel facteur de malchance. Les fameux signes noirs de Nassim Taleb. Et effectivement, l'avenir est incertain. Vous ne savez pas quelle malchance ou quel risque vous attendent. Par conséquent, si votre plan financier restreint ne fonctionne que dans une gamme étroite d'avenir possible, eh bien vous vous placez dans une position précaire. Le fait de prévoir que les choses peuvent mal tourner, ça va vous protéger. Ainsi, vous prévoirez un large éventail d'avenirs possibles et vous augmenterez la probabilité de réussir financièrement, même si beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu. En outre, le fait de prévoir les revers vous permet de supporter les pertes suffisamment longtemps pour être en mesure de saisir les opportunités qui se présenteront. Si vous êtes en mesure de supporter des pertes occasionnelles, vous serez toujours dans la course pour récolter les gains occasionnels. Et ces gains occasionnels qui se présenteraient à vous, c'est eux qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent si vous êtes bien en mesure de les saisir. Ça s'applique à de nombreux types d'investissements, le marché de l'immobilier. Si un ralentissement économique anéantit votre épargne, vous ne pourrez pas profiter de la faiblesse des prix de l'immobilier. Parce que quand il y a un ralentissement économique, que les prix baissent un petit peu, eh bien, les banques peuvent resserrer un peu les critères et puis vous demander un petit peu plus d'apport que d'habitude. Donc, si vous n'avez pas été antifragile, comme dit Taleb, et résistant à ce ralentissement économique, vous n'arrivez pas derrière à saisir les opportunités. Donc l'intérêt, c'est de rester dans le jeu. En bourse, c'est pareil. Si vous avez de quoi, après un crack, encore investir, même si vous avez perdu sur votre portefeuille long terme, eh bien, vous allez profiter des cracks pour acheter des belles entreprises en solde. Alors, comment exactement pourriez-vous prévoir que les choses tournent mal? Housel, il recommande les méthodes suivantes. Ne mettez jamais toute votre fortune en jeu. Au contraire, ne risquez qu'une petite partie à la fois. Gardez suffisamment d'argent dans des placements sûrs pour pouvoir couvrir les pertes subies par vos investissements les plus risqués.
On a aussi un peu dans l'antifragile le système d'alter de Taleb, où vous avez une partie risquée, puis une partie beaucoup plus risquée, qui vous permet de générer du rendement, mais qui est couverte par la partie moins risquée. Housel dit aussi, ne créez pas de stratégie qui dépende d'un seul facteur, car si ce facteur ne fonctionne pas, c'est toute la stratégie qui va échouer. Au lieu de cela, mettez en place des systèmes de sauvegarde qui vous protègent en cas de défaillance d'un facteur particulier. Si vous basez toute votre stratégie sur un retour de l'inflation plus élevé qu'aujourd'hui, par exemple, si cette inflation n'arrive pas, eh bien, c'est toute la stratégie qui est par terre. Un facteur unique sur lequel on peut se baser aussi, c'est sur notre capacité à continuer à travailler. Vous avez aujourd'hui un beau salaire et vous le projetez sur 30 ans, eh bien, si jamais, je ne vous le souhaite pas, mais vous avez un problème de santé au milieu, peut-être que vous ne pourrez pas continuer à travailler sur 30 ans avec ce salaire-là. Et en plus, on a vraiment tendance dans notre cerveau à se projeter la situation actuelle de façon linéaire. Même moi qui savais que ça ne pouvait pas être comme ça, je me suis fait piéger. Quand j'ai sorti mon livre immobilier, donc, qui a aujourd'hui fait plus de 100 000 exemplaires vendus, hein, donc qui a très bien marché, eh bien, à sa sortie, parce que même un livre à succès, c'est comme ça fait une courbe en cloche, il marche beaucoup à sa sortie, puis après il y a une lente décroissance linéaire, même si voilà, j'ai maintenu les ventes en faisant une mise à jour annuelle, etc. Mais en gros, j'ai pas retrouvé le flux de revenus de mon livre de la première année, pour la première année et demie après la sortie de sa première édition en 2018. Eh bien, à force d'avoir ces flux de revenus qui tombaient tous les mois, mon cerveau, il a projeté que ça allait durer un peu plus longtemps que ça a vraiment duré à ce niveau-là. Je me suis dit, oui, ça peut durer 4-5 ans comme ça. Et puis, est arrivé le Covid qui a mis un petit stop, etc. Mais en gros, attention, on a tendance à projeter linéairement une situation actuelle. Donc, l'étape suivante dans le livre de Housel, c'est comment on crée une stratégie financière à laquelle on est capable de se tenir. Puisque maintenant, on a vu ce qu'il faut mettre dans la stratégie financière, d'après lui. Maintenant, comment on s'assure qu'on arrive à s'y tenir? Et Housel, il cite deux grands principes à garder à l'esprit. Attendez-vous à ce que vos objectifs futurs changent d'une part, et d'autre part, donnez la priorité au bon sens plutôt qu'à la logique. Alors, s'attendre à ce que vos objectifs futurs changent, c'est notre leçon numéro 8. Pour élaborer votre stratégie à long terme que vous pouvez suivre pendant des décennies, Morgan Housel recommande de s'attendre à ce que vos objectifs futurs changent. Comme nous l'avons vu, plus vous laissez votre argent tranquille longtemps, plus les intérêts composés s'accumulent. Mais selon Housel, les gens ont du mal à laisser leur argent de côté parce qu'ils changent. Et comme ils ne peuvent pas prédire à l'avance comment ils vont changer, ils n'investissent pas leur argent de manière à ce qu'il soit utile à l'avenir. Il explique notamment que lorsque les gens élaborent des plans financiers, la plupart d'entre eux sont victimes de l'illusion de la fin de l'histoire. C'est un phénomène psychologique qui consiste à reconnaître que l'on a beaucoup changé, mais que l'on ne s'attend pas à ce que l'on change beaucoup à l'avenir. Cependant, vous changerez probablement autant à l'avenir que vous avez déjà changé dans le passé. C'est un biais psychologique, en fait, dû à un fait réconfortant. S'imaginer que le fait que l'on ne change pas, c'est réconfortant. Alors qu'il est terrifiant d'imaginer un moi futur radicalement différent de son moi actuel, encore plus si on est satisfait plus ou moins de son moi actuel. Donc pour se protéger de l'illusion de la fin de l'histoire, Housel recommande de ne pas faire de plan financier extrême. En d'autres termes, il faut éviter tout plan qui implique des extrêmes en matière de trajet, d'épargne ou de temps personnel. Il explique que si vous adoptez un plan financier extrême, vous risquez de regretter vos choix. Par exemple, si vous vous concentrez uniquement sur votre carrière, vous risquez de vous enrichir, mais de ne pas avoir d'être cher avec qui partager cette richesse. Deuxièmement, selon Housel, si vous établissez un plan financier extrême et que vous le modifiez par la suite, vous ne pourrez pas tirer pleinement parti des rendements composés. Par exemple, si vous pensez que vous ne voudrez jamais vous installer dans un endroit, vous pouvez accepter des emplois dont le salaire est juste suffisant pour vous permettre de voyager à travers le monde à peu de frais. Mais si vous souhaitez finalement plus tard vous installer, vous risquez de ne pas pouvoir prendre votre retraite là où vous le souhaitez. Si vous aviez accepté des emplois légèrement mieux rémunérés et investi cet argent, vous auriez obtenu des rendements composés plus importants. Mais vous ne pouvez pas obtenir cet argent maintenant. La leçon numéro 9 du livre de Taleb, c'est d'être raisonnable plutôt que logique. Une autre clé, d'après lui, pour créer votre stratégie financière à long terme, et que vous pourrez suivre cette stratégie pendant des décennies, est d'élaborer une stratégie sensée et non logique. Selon lui, la plupart des gens pensent à tort qu'ils veulent une stratégie logique, c'est-à-dire qu'ils se concentrent exclusivement sur la maximisation de leurs revenus, parce que c'est celle qui leur rapportera le plus d'argent. Or, ce que les gens veulent vraiment, c'est une stratégie sensée,
qui donnent la priorité à la tranquillité d'esprit et qui leur permettent de maximiser leurs gains à long terme. Il dit notamment attention à l'illusion que plus une chose est compliquée, plus elle semble intelligente. Il explique que le fait de suivre une stratégie sensée vous fera finalement gagner plus d'argent, même si elle ne maximise pas parfaitement vos gains. Parce qu'elle tient compte des éléments non financiers importants que les stratégies logiques, elles, ignorent. Comme votre désir d'éviter les regrets ou la facilité de suivre cette stratégie. Alors comment est-ce que ça fonctionne exactement d'après lui? Eh bien, il le répète à l'envi, plus vous gagnez de l'argent sur le marché, plus vous avez de chances de le faire fructifier. La meilleure stratégie financière à long terme consiste donc à choisir une stratégie et à s'y engager pour de bon et à la tenir. Étant donné que vous êtes plus susceptible de vous écarter d'une stratégie strictement logique, si elle vous donne des regrets par exemple, ou si elle est déraisonnablement difficile à suivre, si elle subit une mauvaise passe, qu'à une stratégie sensée à laquelle il est plus facile de se tenir, eh bien finalement, c'est avec la stratégie sensée que vous gagnerez au final plus d'argent. Pour créer cette stratégie sensée, Housel recommande d'investir dans des entreprises que vous aimez. C'est illogique, puisque les sentiments que vous éprouvez à l'égard d'une entreprise n'ont pas d'incidence sur son potentiel de gain. En revanche, si une entreprise que vous aimez a de mauvais résultats, vous n'abandonnez pas votre investissement. Aussi facilement que ça, parce que vous vous souciez d'elle. En investissant dans des entreprises que vous aimez, vous restez plus longtemps sur le marché, ce qui vous permettra de vous enrichir. Bon alors attention, hein, on peut avoir un petit risque de value trap si on pousse ce raisonnement à l'extrême, en bourse, etc. À prendre peut-être avec des pincettes, mais la leçon est quand même dans le livre et à retenir d'une certaine façon. Donc maintenant on connaît les clés pour élaborer une stratégie financière que l'on respectera à long terme. Mais dans un marché en perpétuelle fluctuation, comment gérer les inévitables mauvaises passes? Donc les 3 dernières leçons du livre, ça va être pour comment on arrive à contrer les pensées négatives qui pourraient interrompre et biaiser notre stratégie. Donc Housel va nous faire part de 2 leçons qui nous aideront à évaluer les mauvaises nouvelles de manière appropriée. Ne vous laissez pas décourager par l'incertitude et n'oubliez pas que même si vous échouez souvent, vous pouvez toujours réussir. Donc la leçon numéro 10, c'est de ne pas se laisser décourager par l'incertitude. Housel nous fait part d'une clé pour bien réagir aux mauvaises nouvelles. Ne pas se laisser décourager par l'incertitude. Il affirme que pour réussir à investir à long terme, vous devez accepter de ressentir de l'incertitude au fur et à mesure que le marché fluctue. Sinon, bien sûr, vous ne pourrez pas supporter l'incertitude suffisamment longtemps pour que vos rendements soient composés. Il explique que l'investissement comporte intrinsèquement une part d'incertitude, et plus d'ailleurs le gain potentiel est élevé, plus l'incertitude est grande. Par exemple, plus vous laissez vos actions se composer longtemps, plus vous pouvez gagner de l'argent. Mais plus vous devrez ressentir l'incertitude de ne pas savoir exactement ce qu'il adviendra de votre argent. Et évidemment, si vous laissez composer votre argent en bourse sur 60 ans, vous avez plus de chances de subir un crack ou plusieurs au milieu que si vous la laissez composer que sur 2 ans. Selon Housel, la plupart des gens essaient de limiter l'incertitude qu'ils éprouvent en essayant d'anticiper le marché. Mais comme il est impossible d'anticiper le marché, ils finissent par perdre de l'argent. Il recommande donc, au lieu d'essayer d'éviter l'incertitude, d'accepter qu'elle est là et se dire une bonne fois pour toutes qu'elle est inévitable en matière d'investissement. Vous avez juste à vous rappeler que vous échangez votre tranquillité d'esprit à court terme contre une réussite potentielle à long terme en matière d'investissement. Et vous utilisez cela pour supporter le marché suffisamment longtemps pour laisser vos rendements s'accumuler. Bon alors, il le prend d'un autre angle, mais finalement, on retrouve des leçons de Benjamin Graham, ou etc. Il ne faut pas chercher à timer le marché parce qu'on a l'impression qu'on va améliorer nos rendements, mais dans la très grande majorité des cas, on va le dégrader. On va dégrader la rentabilité de ces investissements si on essaie de timer le marché boursier. Il faut accepter l'incertitude, elle est intrinsèque à l'investissement. Et sur le long terme, elle va s'éliminer. C'est comme ça qu'il faut, en psychologie de l'argent, voir les choses. La leçon numéro 11 du livre, c'est que même si vous échouez fréquemment, vous pouvez toujours réussir. C'est, d'après Housel, une raison de rester optimiste face aux mauvaises nouvelles, puisque même si vous échouez fréquemment, vous pourrez toujours réussir. Il explique que presque toutes les entreprises financières prospères dont on entend parler doivent leur succès à des éléments aberrants à faible probabilité. La chance. Ces événements, lorsqu'ils sont positifs, sont si puissants qu'ils composent un grand nombre de petits revers que l'entreprise pourrait subir. Par exemple, Nintendo doit sa domination sur le marché américain au succès massif de Super Mario Bros, qui a si bien marché à l'époque qu'il a compensé les pertes liées à d'autres produits qui avaient échoué aux États-Unis. Et comme nous ne prêtons attention qu'à ces événements aberrants et non aux échecs qu'ils compensent, nous oublions à quel point les événements aberrants sont rares et inversement à quel point les échecs sont fréquents.
C'est pourquoi nous avons tendance à réagir de manière excessive lorsque des échecs surviennent inévitablement dans nos propres entreprises. En revanche, lorsque l'on prend conscience de la fréquence des échecs, on se rend compte que l'on peut échouer la plupart du temps tout en réussissant, ce qui permet de réagir de manière appropriée. Pour ce faire, Morgan Housel recommande de prêter attention non pas à l'ampleur ou à la fréquence des échecs individuels, mais plutôt à l'impact de ces échecs sur votre santé financière globale. Les événements exceptionnels de votre vie peuvent compenser l'impact de nombreux échecs individuels. Par conséquent, accorder trop d'attention à la fréquence de vos échecs ou aux résultats d'un investissement ne donne pas une image exacte de votre santé financière. Il est préférable de s'intéresser à votre santé financière globale car c'est ce qui compte. Ben oui, si vous avez un échec en immobilier, voilà, vous avez accumulé un patrimoine d'une douzaine de lots et puis à un moment arrive le cas un peu compliqué, vous avez un impayé, une difficulté avec un locataire, un petit peu de dégradation. Oui, ça va vous embêter, oui, pour vous, ça va être un échec, oui, vous avez sûrement fait une erreur en choisissant le locataire. Tout ça, c'est vrai, l'échec tient à vous. Sauf qu'après, comparez votre situation par rapport à si vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, vous avez une douzaine de biens, dont un où il y a un petit problème, mais en patrimoine net, eh bien, c'est peut-être 10 fois mieux que si vous n'aviez rien fait et n'aviez pas commencé un investissement immobilier. Et ça, on a tendance à l'oublier. On se focalise sur nos échecs et on n'arrive pas à mettre ces échecs au milieu du patrimoine global et de nos autres réussites. Alors la leçon numéro 12 et dernière que j'ai retenue dans le livre, c'est de connaître ses objectifs financiers personnels. Comment on va prêter attention aux bonnes informations? En effet, pour s'en tenir à une stratégie financière à long terme, il ne suffit pas de comprendre les états d'esprit qu'on a décrits avant. Il faut aussi savoir comment les informations que l'on reçoit vont nous influencer dans nos décisions. Et ça, pour prendre de bonnes décisions, justement. Et pour Morgan Housel, l'un des moyens de s'assurer que l'on prête attention aux bonnes informations est de connaître ses objectifs financiers personnels. Savoir ce qui compte pour nous personnellement. Et ainsi, on ne va pas se laisser entraîner à poursuivre les objectifs d'autres personnes. En d'autres termes, ne vous laissez pas entraîner par une mentalité de troupeau et ne recherchez pas des opportunités d'investissement simplement parce que beaucoup d'autres personnes les recherchent. Lorsque vous connaissez vos objectifs financiers, Housel explique que vous pouvez ignorer les informations non pertinentes qui pourraient vous amener à prendre de mauvaises décisions. Comme par exemple le fait de baser vos mouvements financiers sur les actions des autres et par exemple de vous faire prendre dans une bulle d'investissement. Vous serez ainsi en mesure de prendre de meilleures décisions et de protéger votre santé financière. Et alors pour découvrir vos objectifs financiers personnels, Housel vous recommande de rédiger une déclaration de mission pour vos finances. Pendant combien de temps allez-vous investir votre argent? Qu'attendez-vous ou espérez-vous qu'il se produise au cours de cette période? Quels sont l'objectif ultime, mon pourquoi de ces investissements? Et une fois que vous aurez découvert vos objectifs financiers au plus profond de vous, affirme Housel, vous pourrez ignorer facilement les informations non pertinentes. Au contraire, vous ne prêterez attention qu'aux informations en rapport avec vos objectifs financiers, ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions au fur et à mesure que vous les atteindrez. Donc voilà un peu sur ce livre, La psychologie de l'argent, résumé en une douzaine de leçons. Alors évidemment, là c'est un résumé, je vous encourage à lire le livre parce que déjà il est disponible en français, ce qui est assez rare pour les livres de cette qualité. Et pour en tirer toute la quintessence finalement, moi je trouve que c'est quand je l'ai lu la deuxième fois que j'en ai tiré un peu plus la quintessence. Et vous ne tirerez pas la quintessence avec finalement ma vidéo résumée, ça peut vous donner quelques éléments et vous donner envie de le lire. Et un intérêt du livre, c'est de rappeler que la réussite en investissement, elle dépend largement autant, voire plus, de l'attitude que de l'intelligence et la compétence. Je le vois d'ailleurs, moi, petite anecdote, je rencontre parfois des lecteurs de mon livre immobilier, à des apéros immobiliers. Alors, c'est pas moi qui les organise, mais parfois des collègues investisseurs un peu présents sur les réseaux organisent des petits apéros immobiliers. J'en ai fait 2 ou 3 cette année, et puis quand je suis dans le coin, je peux y participer, donc on m'invite. Et parfois, j'y rencontre certains de mes lecteurs. Et la petite anecdote, ça m'a fait marrer, parce qu'ils me disent « Ah bah oui, donc je les reconnais, je suis tel pseudo quand je commente sur YouTube, tel pseudo quand je commente ici ». Et je vois en fait que ceux qui repèrent le plus mes erreurs dans les commentaires, oui, là, tu as fait une petite erreur, là, tu as fait une petite erreur. Donc en fait, c'est des gens intelligents et compétents parce que finalement, ils arrivent à voir que j'ai fait une petite erreur là, etc., une erreur légère, etc. Donc ils sont intelligents. Mais par contre, c'est souvent les gens qui sont le moins avancés dans leur investissement. Et moi, ça rejoint une histoire d'attitude. J'ai souvent vu les gens qui critiquaient et qui pointaient les erreurs des autres, en fait, qui n'étaient pas les gens qui faisaient le plus. Quand on fait, on n'est pas en train de passer notre temps à pointer les petites erreurs des autres qui font aussi. On sait à quel point c'est difficile de faire. Et cette attitude, c'est un peu typique de gens très intelligents, mais qui n'ont pas forcément encore fait grand-chose.
Donc ça confirme que c'est plus une question d'attitude que d'intelligence. D'autres anecdotes, exemples sur l'attitude qui va aussi au-delà de l'intelligence, c'est sur la préservation de la richesse. Quand on a atteint 1 ou 2 ou 3 millions d'euros, on a besoin d'avoir eu une certaine intelligence, au-delà d'attitude, pour créer son parcours. Mais il va y avoir différentes attitudes dans la préservation de la richesse. Il va y avoir celui qui, dès son premier million d'euros, achète la Lamborghini neuve ou la Ferrari neuve, ce qui est un peu bête. Et puis, il va y avoir l'autre qui, passionné d'automobile pareil, si je veux prendre le même exemple, lui va attendre son deuxième million d'euros à dire avant c'est trop tôt et il va acheter une Ferrari d'occasion au bout de son deuxième million d'euros net de patrimoine en ayant un raisonnement, bon ben je l'achète là, certes c'est une dépense un peu somptuaire, mais je l'achète un peu en bas de la cote, normalement elle ne devrait pas pouvoir baisser plus, donc voilà, je me fais ce petit plaisir comme ça. Et on a vraiment une différence d'attitude sur la façon dont on vit sa richesse et la façon dont justement on va arriver à la préserver. Donc bref, c'est quand même plutôt un très bon livre que je vous recommande à lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like. Commentez si vous voulez d'autres vidéos un peu longues, ce genre de vidéos où on fait des résumés de livres. Et puis, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez retrouver tous mes livres à moi sur la bourse, l'immobilier, un petit roman de finance entrepreneuriale. Je mets tout ça dans la description de la vidéo. Je mets également des bonus à télécharger qui pourront vous aider dans vos investissements. Donc, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Blog Mes Investissements et sur le site mes-investissements.net.